David Glutz, père d'une adolescente en transition de genre, a accepté de partager son expérience personnelle ainsi que les défis uniques auxquels il a été confronté en tant que parent. Dans cette interview exclusive, nous plongerons dans le parcours émotionnel et les réflexions de M. Glutz alors qu'il accompagne son enfant dans cette transformation significative. Son témoignage offre un éclairage précieux sur les complexités liées à l'identité de genre, les souffrances familiales et l'importance d'une attention parentale soutenue dans ces moments délicats. Au fil de notre entretien, David Glutz évoquera les étapes marquantes de cette expérience, depuis la révélation initiale de son enfant jusqu'aux décisions difficiles qu'il a dû prendre en tant que père. Il partagera également ses réflexions sur la manière dont cette situation a redéfini sa propre compréhension de l'identité de genre, mettant en lumière les défis et les apprentissages qui en découlent. Bonjour Monsieur Glutz. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec votre fille avant que celle-ci n'exprime son désir de transition? Alors, la relation avec ma fille, depuis qu'elle est petite, elle a toujours été assez compliquée, mais plutôt dans un cadre familial assez haché, avec un divorce assez tôt. Je suis parti, on s'est séparés, ma fille avait 2 ans. Du coup, alors je l'ai vu régulièrement avec un droit de visite régulier jusqu'à ses 11 ans. J'ai même travaillé pendant plus de 5 ans à 50% pour la voir régulièrement toutes les semaines et puis construire aussi une vie avec ma fille. Sur le début de son adolescence, ça a commencé à se compliquer avec un gros conflit de loyauté avec sa maman qui s'est attisé de plus en plus fort. Donc malheureusement, j'ai commencé à moins la voir à partir de ses 10-11 ans. Elle avait moins envie de venir chez papa. Donc ça a été compliqué. J'ai demandé une modification de notre convention de divorce pour essayer de modifier le droit de visite et puis avoir que ça ne soit plus ma fille qui définisse je veux aller chez papa ou bien aller chez maman, mais que ça soit quelque chose qui soit carré avec 2 semaines d'un côté, 2 semaines de l'autre, par exemple, ou 1 semaine d'un côté, 1 semaine de l'autre. Ça c'est malheureusement, on a fait une médiation avec mon ex-femme qui s'est finalement arrêtée au beau milieu quand il y a eu cette demande de transition de genre, de changement de genre de la part de ma fille. Comment vous avez appris le souhait de votre fille de devenir un garçon et quelles ont été vos premières réactions? Alors, ça a été vraiment soudain. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun signe avant-coureur des mois ou des années précédentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma fille, elle a un handicap de naissance. Elle est hémiplégique depuis qu'elle est née, donc une paralysie cérébrale du côté gauche. L'été de cette demande de transition, donc quelques mois auparavant, elle a subi une opération de sa jambe gauche assez lourde pour essayer de lui redonner une statique plus parallèle. Ils ont rallongé son tendon d'Achille, ils ont redressé son pied. Je pense qu'elle attendait beaucoup de cette opération dans l'idée de pouvoir de nouveau se référencer plus avec les jeunes filles de son entourage. C'est clair que le fait de boiter assez lourdement, c'est clair que la grâce d'une jeune fille à ce moment-là, elle est quand même fortement mise à mal. Et une fois que l'opération a été faite, alors l'opération s'est bien passée, mais c'est clair, ça ne l'a pas guéri. La problématique, elle est cérébrale, donc c'est quelque chose, malheureusement, cette paralysie, elle est à vie. Ça lui a redonné une aide à marcher, ça c'est clair, mais cette différence profonde qu'elle a depuis qu'elle est petite, et son problème d'intégration finalement avec les autres, elle est présente, elle a toujours été présente. Et là, je pense que c'était un moment qui était compliqué. Elle rentrait vraiment là dans l'adolescence, elle a vu que finalement cette différence était vraiment, elle resterait marquée, enfin, elle s'est peut-être rendu compte que ça le marquait à vie. Et à partir de là, elle a
refus scolaire, donc elle ne voulait plus aller à l'école. Là, déjà, du fait que je la voyais peu, pour moi, c'était déjà compliqué à gérer, et je ne savais pas pourquoi il y avait ce refus scolaire. Pendant ce refus scolaire, malheureusement, elle a eu accès à des réseaux sociaux où elle a pu faire connaissance à ce moment-là avec des personnes transgenres. Mais ça, je le suis que par la suite, qu'elle a eu elle a fait ses rencontres. Ce refus scolaire a duré presque 2 mois, si je ne me trompe pas, jusqu'à ce qu'il y ait un réseau scolaire qui soit demandé avec le doyen, l'infirmière et les professeurs principaux. Je poussais vraiment pour aller de l'avant parce que je la voyais peu, je ne savais pas dans quel état elle était chez sa maman. Et on a été convoqués pour ce réseau scolaire. Et c'est là, contre toute attente, que de la bouche de sa maman, il est sorti que mon enfant, que ma fille était d'accord de revenir à l'école le lundi suivant. Il y a une raison, c'est qu'on l'appelle par un nom masculin et qu'on lui dise il. Et là, je suis tombé de haut, sans comprendre de où ça venait, pourquoi. Du jour au lendemain, il y a cette demande, de la bouche de sa maman en plus. C'était extrêmement déstabilisant pour moi. Ça a été encore plus déstabilisant à ce moment-là, en voyant la réaction de l'infirmière scolaire, des doyens. Ils ont été pris de court, c'est clair. Mais par contre, ça a été, la réaction en face a été « Ah, mais c'est ça le problème. Ah, mais il n'y a pas de problème. On mettra ça en place dès lundi. » Et là, tout de suite, j'ai mis mon veto en disant « Mais attendez, vous parlez de quoi là ? C'est pas quelque chose, ça vient du jour au lendemain comme ça. Et puis vous, tout de suite, vous allez interférer dans son identité profonde. » Vous pouvez nous expliquer comment c'est possible justement qu'en quelques jours, on autorise un enfant qui est enregistré sous le sexe féminin de tout d'un coup changer de prénom à l'école et changer de pronom. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Alors en début 2022, si je ne me trompe pas, une directive de l'ancienne conseillère d'État Amarelle a été introduite dans notre système scolaire qui définit qu'un enfant peut choisir son genre et son nom contre l'avis de ses parents à l'entrée de l'école obligatoire. Donc ça veut dire 6 ans, un enfant de 6 ans pourrait définir qu'il est il ou il est elle, même si les parents ne sont pas OK avec ça. Et l'école, cette directive définit que l'école doit mettre tout en œuvre pour accompagner l'enfant. Et si les parents ne vont pas dans cet accompagnement, après par la suite, ils doivent interpeller le canton et les services de protection de l'enfance pour la suite. Donc ça peut totalement être fait à l'insu des parents si on y réfléchit. Complètement. Et ça l'est fait totalement à l'insu des parents. Alors dans mon cas, c'était d'autant plus compliqué car la maman était OK avec ça. Elle l'a accompagné tout de suite dans ces démarches-là. Moi, j'ai mis mon veto qui n'a clairement pas été écouté. Et malheureusement, le poids d'un papa aujourd'hui qui n'est pas dans cette dynamique-là, il fait peu de poids. Ouais. Bon, j'imagine que vous avez entrepris un certain nombre de démarches pour comprendre ce qui se passait chez votre fille, et notamment, j'imagine, des démarches avec des psychologues, des personnes qui sont des expertes sur la question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Oui, alors tout à fait. Alors moi, j'ai tout de suite demandé un accompagnement psy qui était déjà finalement mis en route avec la pédiatre, mais j'ai fait partie, je voulais faire partie de toutes ces démarches-là finalement pour ne pas être totalement mise à l'écart et puis avoir mon mot à dire et avoir une compréhension de ce qui se passe. Donc on a eu un nombre de séances d'abord avec la SUPEA qui est finalement les psys des enfants et adolescents que l'État, c'est un regroupement de psy au niveau de l'État qui accompagne les enfants dans différentes problématiques, mais qui sont là. Donc là, j'ai eu l'occasion de faire pas tout à fait 10 séances, je pense. Ce sont des spécialistes de la question? Alors non, justement, c'est là où on se rend vite compte, en fait, qu'ils ne veulent pas parler de ce sujet-là. Donc on parle de sujets multiples, mais finalement, du moment qu'on aborde cette question de transition de genre, ils se disent tout de suite pas aptes à apporter une réponse à ça,
Et il nous renvoie où ma fille est allée par la suite, au département de la DISA du CHUV à Lausanne, qui eux ont des spécialistes de la question. Et là, j'ai aussi eu l'occasion de participer à une multitude de rendez-vous sur deux ans, un peu plus de 2 ans, avec différents spécialistes du genre, pour essayer de comprendre, pour essayer de débattre avec eux, pour essayer de mesurer finalement quelles sont les implications. Quand on rentre dans ces démarches-là, dans cette problématique-là, au début, c'est clair, on est totalement novice, donc on ne sait pas quels sont les tenants, les aboutissants, qu'est-ce que ça implique pour un enfant. Pourquoi est-ce que automatiquement ils demandent des transitions rapides? On se rend compte qu'ils nous poussent très rapidement quand on arrive là-bas à valider la demande de l'enfant sans même remettre, ils ne veulent pas la remettre en doute en fait, et puis d'aller très rapidement dans une transition rapide. Il y a cette fameuse phrase que j'ai entendue X fois par d'autres parents aussi que moi. On vous dit finalement, est-ce que vous préférez avoir un garçon vivant ou une fille morte, monsieur? Et même sans connaître mon enfant. Et quand vous leur demandez le pourquoi est-ce qu'ils viennent avec ça, avec ce chantage au suicide, oui, vous savez, les statistiques disent que le taux de suicide chez les enfants transgenres est extrêmement élevé. Donc la seule solution qu'on a finalement, c'est d'acquiescer, de valider et d'aller dans une transition rapide par des hormones, le cours de puberté hormones, et par des opérations par la suite. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des tests qui sont effectués sur les enfants? Il doit y avoir des tests psychologiques, j'imagine, pour savoir si c'est simplement un trouble passager ou si effectivement cette demande de transition est quelque chose de vraiment profond. C'est ce qui est très choquant en fait, c'est qu'il n'y a absolument pas du tout d'analyse holistique et plus large de la compréhension de la situation. Ça veut dire que du moment qu'un enfant est diagnostiqué en dysphorie de genre, automatiquement il pousse l'enfant. Le système fait finalement qu'on valide le ressenti de l'enfant sans finalement analyser le pourquoi c'est là et qu'est-ce qui ferait finalement que la perte d'identité et le mal-être avec son soi-même profond est en bisbille direct avec son ressenti. Et ça, il n'y a pas du tout d'analyse qui est faite. Et depuis maintenant toutes ces années, je demande, avec aujourd'hui mes avocats, car j'ai mis en route différentes procédures pour essayer de défendre ma fille et sa intégrité le plus longtemps possible, demander des analyses psy pour valider ou non finalement les démarches, et on se rend compte qu'il n'en existe pas. Ça veut dire qu'à part des spécialistes du genre qui sont tous finalement acquis une espèce de cause qui définit qu'on doit accepter le fait que c'est comme ça et c'est pas autrement, il n'y a pas du tout d'analyse au cas par cas. Et j'avais une question. Le diagnostic de dysphorie de genre, il a été posé au bout de combien de temps, combien de rendez-vous et par qui? Alors, ça aussi, c'est ce qui est très surprenant. En fait, le diagnostic de dysphorie de genre a été posé, était sous-entendu par sa pédiatre après un rendez-vous. Donc, c'est la pédiatre qui l'a envoyé par la suite à la DISA à Lausanne, où ils ont cette spécialiste-là, en relevant le fait que c'était une possible dysphorie de genre, mais qu'il faudrait finalement faire un diagnostic un petit peu plus précis, ce qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire que du moment que ma fille est arrivée à la DISA, le diagnostic, du moment qu'on parle de dysphorie de genre, quand on arrive au CHUV, pour eux, le diagnostic est posé. Ouais, c'est déjà acquis. C'est acquis. C'est du moment que vous êtes dysphorique de genre, mais je ne sais pas, et c'est aussi c'est aussi ce qui est très surprenant, c'est que finalement, quels sont... on parle, dans le dossier médical de ma fille, on parle de crise de dysphorie. Mais jamais personne n'a réussi à me dire quels étaient les symptômes d'une crise de dysphorie. Et personne ne veut se positionner, c'est très déroutant. Et même si vous faites le chemin en tant que parent, quand on vous rabâche de la part de spécialistes et de médecins qui sont finalement un petit peu, vous dites, ben voilà, ils connaissent leur job, je vais leur faire confiance parce qu'ils sont là pour aider mon enfant, vous vous rendez compte que vous lancez le débat, vous essayez de comprendre quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, est-ce qu'il y a un retour en arrière possible, qu'est-ce que ça va engendrer, si plus tard elle change d'avis, où est-ce qu'on va aller. Et en fait, le débat est totalement fermé. À part vous parler de statistiques qui valident finalement tout ce qu'ils vous mettent en avant,
le cas par cas, il n'existe pas. Le pourquoi est-ce que mon enfant va mal, le pourquoi est-ce qu'on arrive dans cette problématique identitaire, la seule validation qu'on vous dit, c'est ah oui, vous savez, ça peut arriver à tout âge, il n'y a pas de signe précurseur, c'est quelque chose. Finalement, c'est tombé comme ça. Du jour au lendemain, on peut définir qu'on peut être n'importe qui et n'importe quoi, sur aucune base de rien, juste le valider. Et ce qui est extrêmement grave, je trouve, c'est que ça induit une multitude de traitements, que ce soit médicaux ou chirurgicaux, qui font qu'on arrive dans quelque chose qui est irréversible. Quand on donne des bloqueurs de puberté à un enfant, soi-disant pour lui laisser le temps d'essayer de comprendre s'il est dans le juste ou dans le faux, on induit déjà finalement un blocage dans l'évolution de ce que la personne va être. Donc pour moi, déjà à partir de là, on met déjà le doigt dans l'engrenage. Et c'est extrêmement grave. Pour moi, c'est de la maltraitance. Et c'est de la maltraitance sur des enfants qui sont vulnérables, sur des personnes qui sont vulnérables. Et sur ce point-là, finalement, il n'y a aucun intervenant spécialiste qui accompagne ma fille, qui prennent la mesure ou qui veulent prendre la mesure de ce que ça va engendrer plus tard. Parce qu'aujourd'hui, elle est suivie par un psychiatre ou un psychologue, quelqu'un régulièrement avec lequel elle a... Alors non, et ça aussi c'est quelque chose qui est très étonnant, c'est qu'on a demandé un suivi psy extérieur à ce service spécialisé finalement, où on sent qu'il y a clairement un parti pris dans les démarches. Et en fait, l'ASUPA s'est détaché de la problématique de mon enfant, donc les psys généralistes, en disant qu'eux n'avaient plus la capacité de pouvoir l'accompagner. Et puis, donc c'est très étonnant finalement. Ça veut dire que certains psys disent que finalement elle ne va pas assez bien pour être suivie par un psy, c'est ce qu'ils disent. C'est que tant qu'elle n'a pas réglé d'autres problèmes, ou finalement... Parce qu'ils mettent en avant le fait que la problématique finalement c'est moi. C'est que c'est moi qui la rend d'autant plus mal parce que je n'accepte pas ces démarches. Mais pour moi, ce n'est pas un enfant de 11, 12, 13, 14 ans de prendre le poids sur ses épaules, de savoir si à 25 ans, à 35 ans, à 40 ans, elle voudra avoir des enfants. C'est en tant que parent qu'on doit lui laisser le temps de grandir, de faire son chemin, de comprendre ce qu'elle va devenir, et après pour lui donner tous les chemins possibles pour pouvoir évoluer dans la vie. Et à plusieurs reprises, je l'ai dit aux différents intervenants, aux différents médecins, ils nous disent oui, mais il faut être ouvert d'esprit et puis comprendre que ça va l'aider. Mais pour moi, lui fermer une voie, lui fermer une route, qu'elle n'ait qu'une route dans sa vie et qu'elle n'ait pas la possibilité de pouvoir justement avoir tous les chemins possibles pour évoluer et puis devenir ce qu'elle veut être, ce qu'elle va devenir, pour moi, c'est totalement irresponsable. Parce que finalement, lui donner des bloqueurs de puberté, puis par la suite de la testostérone, c'est la stériliser. Donc ça veut dire qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Et je ne pense pas que c'est un enfant de 12, 13, 14 ans de savoir si aujourd'hui je vais être une mère ou pas, en fait. Tout à fait. Et je crois que c'est important de souligner que les médicaments, les interventions qu'on va peut-être faire par la suite, sont irréversibles et qu'en fait, si je comprends bien, de quelqu'un qui est parfaitement sain, qui est en bonne santé, on va faire quelqu'un qui est malade à vie, puisqu'en fait, il va être c'est bien juste, sous traitement pendant tout le reste de sa vie. Tout à fait. Ouais. La testostérone fait qu'au final, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, par ces quelques années, maintenant, pour essayer d'être dans la compréhension de ce qui se passe, j'ai pu faire la connaissance de personnes qui sont passées à travers ces transitions de genre, qui sont allées finalement jusqu'au bout, même si au final ces personnes-là vous disent bien qu'on peut aller jusqu'où on veut, on ne changera jamais ce qu'on est fondamentalement. Mais ces personnes-là le disent clairement, quand on vous donne de la testostérone, finalement les organes féminins ne supportent pas la testostérone, car ce n'est pas l'hormone
que les organes produisent, et au final c'est tellement douloureux que vous devez vous faire ôter vos organes féminins. Donc en fait finalement chaque étape de la transition vous pousse vers la suivante, inexorablement. Et ça, c'est tout de suite, ça commence à l'école par le changement de genre et d'identité sociale. Ça veut dire que du moment qu'on pousse un enfant à dire oui, tu as raison, tu peux être il, tu peux donner un autre, tu peux prendre un prénom masculin. Cette personne, quand vous êtes dans un milieu social où il y a des personnes qui vont vous dire, il y en a qui vont vous accompagner, d'autres qui vont dire mais non, tu racontes n'importe quoi, on est ce qu'on est, on n'est pas, c'est des croyances finalement, c'est un petit peu comme ça. L'enfant qui veut valider finalement sa démarche va valider sa démarche en allant chaque fois un cran plus loin. Et ce qui est terrible, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, dans notre école publique, on a des intervenants qui sont des associations qui sont là pour protéger les enfants transgenres, pour accompagner les enfants transgenres, mais qui viennent dans les écoles, sur demande du département de la formation, pour accompagner ces enfants-là, mais finalement, ils viennent pour soutenir une manière de penser, une idéologie, que finalement, et ils viennent. Ma fille, elle était là au milieu, d'un coup, il y a des adultes qui viennent en disant « Ah oui, tu as raison, tu peux changer de genre ». Puis tous les gens qui diront le contraire, c'est des méchants. Et tous les enfants qui finalement n'avaient pas cette pensée-là, on parle de discrimination, et finalement, c'est eux qui sont méchants vis-à-vis de mon enfant. Mais ça ne marche pas. Mais par contre, on vient dans ce truc où on fait une démarche, on doit la valider. On fait la suivante, on va la valider, etc. etc. Est-ce que vous avez il me semble qu'on a informé de manière tout à fait objective votre fille sur la globalité de la problématique, c'est-à-dire l'avantage, on va dire, de changer de sexe si on a décidé de le faire, mais il y a forcément un corollaire qui a des effets secondaires à ça. Est-ce que les enfants sont vraiment informés de manière claire à ce sujet? Alors c'est une très bonne question, parce que ça relève d'autres questions, je pense. Déjà la première, c'est que je pense que non, parce que clairement on parle d'une transition rapide, mais vers quoi? C'est aussi la discussion que j'ai eue avec les différents médecins. Ma fille est avec moi, hein, donc dans tous ces rendez-vous, on le faisait même un petit peu à 3, ou une fois où j'ai eu un spécialiste, où j'ai eu 1 heure de discussion avec, ça il n'y a pas grand-chose, mais on a essayé de débattre de ça. Mais c'est clair que c'est une très bonne question, parce que finalement, pour moi, ça relève 2 choses. La première chose, c'est est-ce que c'est vraiment un enfant qui n'a pas de maturité, qui doit encore faire sa maturité et qui doit avoir ses expériences de vie, finalement, même si on lui donne toutes ces informations précises, est-ce que vraiment elle aura la mesure de dire oui, je le fais ou non, je ne le fais pas? C'est pas à nos enfants de porter ça. Déjà, ça, pour moi, c'est la c'est la problématique de la capacité de discernement. Clairement. Et puis pour moi, un enfant de 12-13 ans, on peut croire aux super-héros, mais finalement, on peut croire qu'on peut devenir n'importe qui ou n'importe quoi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je pense que même si c'était le cas, qu'on lui donnait toutes les informations, finalement, ils ne le font absolument pas. On est systématiquement dans une espèce de valider une croyance qui dit que on peut être quelqu'un et devenir quelqu'un d'autre. Et on le valide en permanence. Ça veut dire qu'on vient dire, on va aller vers une transition de genre. Mais finalement, vers une transition de quoi? On vient... C'est pas comme à l'époque, finalement, le travestissement était qu'on mettait une robe pour un garçon, ou des chaussures de femme, ou une fille mettait finalement des habits d'homme. Mais de nouveau, c'est un petit peu faussé tout ça aujourd'hui, je trouve. Si on va plus loin que ça, déjà, ça ne colle pas leur manière de penser là. Mais même si on le fait finalement par un déguisement, il n'y a rien qui est irréversible. Ça veut dire qu'on aime fonctionner avec des stéréotypes de gens qui sont dans le genre opposé, mais finalement, c'est quelque chose, on peut faire une espèce de chemin de recherche de ce que l'on est, sans finalement aller dans une transition médicale qui... Parce qu'aujourd'hui, c'est toute la problématique, on vient nous valider le fait qu'on peut transitionner complètement et devenir d'une femme à un homme. Mais ça, c'est déjà un mensonge, pour moi. C'est clairement un mensonge. Parce que ça veut dire que, finalement, un homme qui se fait poser des seins en silicone, est-ce que c'est vraiment des seins? Est-ce qu'une femme qui se fait couper les seins, est-ce que c'est un torse? Est-ce que, finalement, aujourd'hui, on fait des transitions de genre en recréant un sexe masculin avec la viande, donc ils vous enlèvent de la viande du bras pour faire un espèce de pénis
qui ne pourra jamais fonctionner. Donc finalement, c'est un espèce de déguisement, mais à travers une chirurgie. Et c'est ça qui est extrêmement grave pour moi. C'est qu'aujourd'hui, on vend à ces enfants le rêve qu'on peut se transformer fondamentalement de ce qu'on est et devenir l'autre. Mais c'est un mensonge profond. Et de où ces médecins peuvent finalement pousser ces enfants qui sont finalement en perte identitaire, en recherche de ce qu'ils sont, en leur validant le fait qu'ils peuvent devenir ce qu'ils veulent par la suite. Ça, je trouve que c'est extrêmement grave. Et ça, pour revenir à votre question, ça n'est absolument jamais abordé. En fait, la biologie pure, j'ai envie de dire, XY n'est pas abordée. Non, en fait, vous êtes né XX, par exemple, vous êtes né XY, c'est pas possible. Non, c'est ça, pas on sait possible. biologiquement, ça n'est pas possible. Ouais. Donc en fait, on fait miroiter, ce que je vous entends, on fait miroiter à, par exemple, une fille qui ne va pas pouvoir réellement devenir un garçon. C'est ça. Mais par des artifices qui ne font jamais l'affaire. Ben non. Et c'est extrêmement choquant de voir qu'aujourd'hui, on a réussi à valider ça dans nos systèmes universitaires cantonaux et au niveau des écoles, cette pensée-là, en disant que finalement, on pousse tous ces jeunes vers la pensée qu'on peut redevenir quelqu'un d'autre fondamentalement. Et même finalement, des jeunes qui n'étaient pas du tout avant là-dedans. C'est vraiment une espèce de pensée qu'on peut devenir... Et de ce que vous dites, parce qu'elle a eu cette coupure scolaire et que c'est à ce moment-là qu'elle a découvert en fait tout cet univers trans par les réseaux sociaux, vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la contagion sociale Clairement. Qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, pour revenir un petit peu à ma fille, dû à son handicap et sa différence avec les autres, donc c'est déjà cette problématique des interactions sociales, et de faire partie d'un groupe, de faire partie, c'est ce qu'on cherche quand on grandit, c'est d'avoir des références avec les autres et de faire partie d'équipe. Et là, finalement, elle s'est sentie depuis petite, je l'ai vécu avec elle en étant proche d'elle, toujours un petit peu mise à l'écart, en ayant cette différence au niveau de sport, elle ne peut pas se mesurer aux autres finalement à égal, même si on est tous différents, mais là c'est quand même un cran au-dessus. Et effectivement, le fait de ne pas pouvoir avoir cette référence avec les autres, ça augmente, je pense, la problématique. Ouais. Et à partir du moment où elle a fait donc, cette transition sociale, quand ça a été possible avec l'école, quels sont les événements qui se sont déroulés à la suite de tout ça? Alors, après, par la suite, dû à cette directive Amarelle, alors d'abord, la directive Amarelle n'était pas, au tout début, elle n'était pas encore mise en application, hein, c'était juste avant. Donc au tout début, le directeur finalement a mis son veto, quand il s'est rendu compte que ça allait trop vite, en fait, finalement, dans ses démarches de transition de genre, il a écrit un courrier qui était pour moi totalement mesuré, en définissant qu'on ne changeait pas le genre et le nom de quelqu'un, parce que c'était une identité profonde, et que ça touchait son être profond, et que ce n'était pas quelque chose qui se faisait comme ça à la légère. Donc lui, il a tout de suite mis son veto en disant que ce n'était pas possible de le faire jusqu'à avis contraire, jusqu'à un suivi médical et psy, jusqu'à l'arrivée finalement de cette directive Amarelle, qui du jour au lendemain a finalement changé absolument toute la dynamisme au niveau scolaire, qui a fait que du moment que l'enfant a le droit de prendre cette décision sans l'aval de ses parents, il n'y a absolument plus du tout de pincette qui est prise. Là, c'est assez fou, quoi. Ils n'ont pas besoin d'aval de psy, ils n'ont pas besoin d'aval de médecin, de rien du tout. C'est l'enfant qui décide et ça va être comme ça. Et ça, c'est d'autant plus surprenant si quelques mois auparavant, on vient parler un petit peu clairement en disant qu'effectivement, on va toucher l'idée profonde de quelqu'un, et puis quelques mois plus tard, par une directive, on ne touche plus l'identité profonde. Enfin, ça paraît complètement absurde. Donc à ce moment-là, elle avait quel âge? Elle avait encore 12 ans? Elle avait encore 12 ans à ce moment-là, tout à fait. Donc ça a 12-13 ans, ouais, c'était un petit peu à peu près à ce moment-là. Ouais. Mais quand vous parliez avant de cette contagion sociale, je pense que c'est aussi important aussi effectivement de revenir avec ça. C'est vrai que ces réseaux sociaux, malheureusement, ça donne un contact un petit peu indéfini avec le monde entier, mais par son refus scolaire à ce moment-là, c'est là qu'elle a fait ces contacts-là et qu'elle a eu cette pensée d'un coup. C'est que j'ai eu une discussion après
après le colloque, le réseau avec ma fille, elle est revenue vers moi, on a pu discuter durant un week-end de où ça venait, de pourquoi, et c'est là qu'elle m'a expliqué, qu'elle avait fait connaissance avec ces personnes sur Internet, qui lui ont expliqué que finalement on pouvait devenir n'importe qui, et puis c'était certainement ça le problème. D'ailleurs, elle s'est amourachée d'un jeune trans en Belgique, qui aujourd'hui, je ne sais pas si elle est encore en contact avec, mais qui avait quelques années de plus qu'elle, et puis automatiquement, ça l'a d'autant plus... on a senti qu'il y avait un petit peu ce côté d'effet miroir que font les enfants quand ils ont envie de faire partie de quelque chose ou de représenter quelque chose pour quelqu'un, qu'automatiquement, ah oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et ça, tout de suite, ça a été très flagrant. Et quand vous venez avec cette discussion devant les pédiatres et les psychiatres, ils ne prennent pas du tout la mesure de ça. On se rend compte qu'ils ne veulent pas prendre la mesure, je pense. Je ne sais pas qu'ils ne prennent pas. Vous pensez que c'est dû à quoi, le fait qu'ils ne veulent pas vous avez l'impression qu'ils veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas? Oui, je pense que c'est un problème de sociétal aujourd'hui, au point X d'il y a déjà quelques années, et maintenant d'autant plus, c'est d'autant plus fort. Mais je pense qu'il y a tellement de lobbies de la part de ces associations trans en arrière-plan, qui poussent finalement nos systèmes étatiques à valider des pensées et à valider le fait et de faire des amalgames avec toutes les causes. Parce que ça aussi, c'est assez fou, quoi. Comme on fait un amalgame finalement avec la cause trans et la cause gay. C'est quelque chose qui est complètement incroyable. Je veux dire, je peux être gay et être totalement en phase avec ce que je suis fondamentalement. Et là, on est dans un problème identitaire, le problème trans. Donc on a un problème avec ce qu'on est fondamentalement. Et finalement, toujours mettre tout dans le même panier, avec le même drapeau, avec la même cause, je pense que ça fausse passablement aussi la perception de ce que c'est de la part des personnes qui doivent prendre des décisions et puis protéger certaines minorités où il y aurait de la discrimination. Et le fait de tout mettre dans le même tas, finalement, ça fausse totalement la mesure de ce que ça engendre véritablement chez ces personnes-là ou chez ces enfants-là. Enfin, pour moi, il faut mettre un pied en arrière et puis prendre la mesure de ce que ça va engendrer par la suite. Alors, je suis le premier au tout départ à ne pas avoir mesuré ce que c'était. Il a fallu vraiment faire le chemin de comprendre, d'aller essayer de comprendre d'où ça venait, de ce que ça engendrait, pour avoir aujourd'hui, j'ai dû prendre ma position de père en disant, si l'État finalement ne prend pas ses responsabilités, je pense que de toute façon déjà les parents prennent ses responsabilités déjà au départ, mais si par la suite les garde-fous ne sont pas là pour essayer de protéger ces enfants vulnérables ils pourraient être induits dans des démarches qui sont irréversibles et qui vont péjorer leur avenir, c'est à nous, parents, finalement, de mettre la barrière devant. Mais c'est extrêmement compliqué. Vous êtes dans des services spécialisés à l'hôpital cantonal, et puis on vient déjà vous culpabiliser à la première séance en vous disant que si vous n'allez pas dans ce sens-là, finalement, votre enfant, il va se suicider. Et c'est extrêmement grave. C'est très violent. Est-ce que vous pouvez nous parler des démarches que vous avez effectuées, notamment auprès de la justice, et puis des réponses que vous avez reçues? Alors, ça, c'est effectivement, du moment que vous vous rendez compte que le retour direct ne fonctionne pas, vous êtes obligé de vous battre. Donc, on a déjà fait un recours au niveau administratif. J'ai 2 avocats qui travaillent avec moi maintenant depuis 2-3 ans. On a mis en route différentes démarches. Les premières démarches, c'était déjà pour contrer cette position de cette directive Amarelle qui définissait qu'un enfant peut choisir son nom et changer en compte la vie de ses parents, ce qui met totalement en opposition avec le droit qui définit que finalement l'autorité parentale normalement domine sur une directive. Le département, du fait de, à mon avis, ne pas savoir comment se retourner, être embêté avec ça, a systématiquement fait mine de non-recevoir en disant que mon recours n'était pas recevable. D'accord. Donc, ils ne veulent pas se positionner, vous avez le sentiment qu'ils ne veulent pas se positionner. Donc eux, ils se positionnent comme quoi finalement, le débat de fond n'a jamais eu lieu au niveau déjà de cette décision administrative. Donc en fait, la seule chose qui a été jugée de la part des différents paliers au niveau
juridique, c'est que simplement mon recours ne pouvait pas être recevable sur la base qu'on ne peut pas aller contre une directive qui est finalement un règlement interne du système. Alors c'est toute la problématique. Mais finalement, le fait de faire traîner le fait que j'ai fait ces démarches-là au niveau juridique, font que ma fille, aujourd'hui, à 16 ans, a fini l'école obligatoire, et le département, finalement, ils ont fait « Ah, ben votre enfant n'est plus à l'école ». Ils ont évité le débat de fond. Ils ont évité le débat de fond. Et aujourd'hui, le dernier retour que j'ai eu de leur part, c'est si monsieur veut continuer à se battre, c'est que finalement, ça n'a pas de raison d'être, parce que son enfant n'est plus à l'école aujourd'hui chez nous. D'accord, donc ils vont, par exemple, prétendre que c'est pour une idéologie contraire à l'idéologie. Totalement. D'accord. Voilà. Et par la suite, nous avons aussi fait d'autres démarches juridiques. Alors, entre-temps, c'est le CHUV même, finalement, qui a fait une interpellation, un signalement à la protection de la jeunesse vaudoise pour définir qu'il voulait m'enlever l'autorité parentale, en tout cas la limiter, du fait qu'il ne pouvait plus, finalement, par ma position au niveau médical, le fait que je n'accepte pas qu'on lui donne des bloqueurs de puberté, faisait qu'eux étaient coincés dans les démarches futures et ne pouvaient plus aider mon enfant comme ils le voulaient. Donc ils ont fait une interpellation à la protection de la jeunesse qui a engendré finalement des audiences à la justice de paix, et ça aujourd'hui c'est en cours. C'est en cours. Oui. En fait, pour simplifier, le CHUV dit qu'on ne peut plus avancer parce que monsieur s'oppose à la demande de sa fille, et du coup c'est une atteinte à l'intérêt de votre enfant. C'est voilà. Comme ça qu'il le voit. Parce que vous exercez simplement votre autorité parentale. Tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait. Donc ça c'est en cours pour le moment. On a déposé une plainte pénale sur le conseil de mes avocats contre toute personne qui pourrait mettre mon enfant en danger dans son développement présent et futur, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Ça c'est vraiment dans l'idée d'essayer de la protéger pour pas qu'elle puisse justement faire n'importe quoi. Au premier abord, très étonnamment, la procureure de nouveau a fait comme ma dénonciation était non recevable. Donc aujourd'hui, on a fait recours à cette... Quel motif ? Pour le motif que, sans même une enquête, simplement le fait, pourtant le dossier il est costaud aujourd'hui depuis toutes ces années, donc on n'est pas arrivé avec rien pour déposer cette plainte pénale, et il n'y a même pas eu d'enquête. Le motif il est simplement qu'il n'y a pas assez de matière on dit ça, pour valider. Pour valider votre plainte pénale. Valider ma plainte pénale. Elle a été classée, alors la première que vous avez déposée. Alors la première, elle a été non recevable. Sur cette non-recevabilité, nous avons 30 jours pour faire un recours à la Chambre des affaires spéciales cantonales. Aujourd'hui, c'est en cours. Pour le moment, on n'a pas reçu de réponse de ce recours-là. Parce que votre idée, ensuite, si ça va dans le bon sens, vous voulez redéposer une plainte. Tout à fait. Mais c'est surtout pour cadrer finalement tous les intervenants qui sont dans ces démarches excessives et finalement qui, par expérience, ne prennent aucun recul sur ce que ça va engendrer dans son avenir. Et c'est pour les cadrer et leur dire mais faites pas n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, cette plainte, elle est là, elle existe. Il faut aller dans le bon sens. Alors, c'est tout le débat, et c'est tout le débat que j'ai eu avec ces médecins, c'est chaque fois quel est le pour, quel est le contre. Aujourd'hui, le seul pour qu'on donne, c'est des statistiques pour valider les démarches. Moi, je trouve ce qui est très intéressant dans ce que vous avez expliqué, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, on n'agit pas au cas par cas, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on fait pour la plupart des enfants qui ont un problème psychologique, où nous, on agit au cas par cas. On n'impose pas une solution, c'est la même solution pour tout le monde. Et là, je trouve ça absolument hallucinant, c'est parce que vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, il suffit que l'enfant dise « bon, moi finalement, je ne crois pas que je suis une fille, ou je ne crois pas que je suis un garçon, mais je crois que je suis autre chose », c'est validé sans aucun test, sans rien, et sans un accompagnement absolument personnalisé à l'enfant, ce qui est normalement le cas dans toute psychothérapie. C'est adapté à la personne, ça n'est pas une solution globale pour tout le monde.
Et surtout qu'on sait que la période d'adolescence est une période déjà compliquée dans l'acceptation de ce qu'on est, dans le trouver ce que l'on est, on se réfère avec les autres, on grandit, on change, notre corps il change. C'est, je pense, d'autant plus compliqué pour une fille que pour un garçon. C'est des périodes qui sont pas faciles. Alors de là, aujourd'hui, dire à une petite fille, finalement, qui commence à grandir, où son corps il commence à changer, dire « Ah bah t'aimes pas ça, finalement, tu peux devenir quelqu'un d'autre », facilement, comme ça, ou devenir l'autre sexe, finalement, c'est « Ah bah oui, si je peux faire ça, autant aller dans ce sens-là, ça sera plus simple dans cette vie d'être un garçon que d'être une fille. » Souvent, on entend, finalement, ces jeunes qui sont allés dans ces démarches-là, puis qui lui ont eu le doute plus tard, ou qui ont fait finalement un retour en arrière, souvent le disent, finalement, ils disent, j'avais pas envie de devenir l'autre, ou si j'ai envie de devenir l'autre, c'est parce que c'était plus simple. Donc c'est pas un ressenti fondamental, c'est juste qu'aujourd'hui on a de la possibilité de devenir l'autre. Et c'est là, pour moi, où il y a déjà une erreur. Donc en fait, parce qu'il y a beaucoup de petites filles, je sais quand j'étais petite fille, je trouvais que c'était beaucoup plus sympa d'être un garçon parce qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses qu'une fille. Donc ça serait cool d'être une fille. Maintenant, je ne regrette pas de ne pas être devenu un garçon. Donc, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui regrettent d'avoir effectué cette transition et puis maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Comment est leur vie? Alors aujourd'hui, elles se battent pour mettre en lumière toute cette absurdité de ce qu'est la transition de genre, qui aujourd'hui, de nouveau, convalide une espèce d'idéologie incroyable qu'on peut devenir totalement quelqu'un d'autre, fondamentalement et puis physiquement. Et elles ont fait, elles ont fait ces démarches pour devenir l'autre. Et aujourd'hui, même en ayant fait tout le chemin et avec plus de maturité et plus de recul sur la vie, aujourd'hui, se rendre compte qu'on ne peut pas devenir fondamentalement l'autre. C'est ce que je disais avant, finalement. On peut se déguiser pour ressembler à l'autre, mais on ne deviendra jamais fondamentalement. Et surtout, malheureusement, c'est tout ce que ça engendre. Donc c'est le fait qu'on devient stérile, c'est le fait que toutes les opérations chirurgicales, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais revenir en arrière, les cicatrices sont là, les organes qui sont enlevés ne reviennent plus. Et ça, c'est quelque chose que je ne pense pas que ça a des enfants de 6, 7, 10, 11 ans, de prendre la mesure de ce que c'est. C'est impensable. En tant qu'adulte, ça paraît totalement fou. Et vous arrivez chez les médecins, dans des départements spécialisés, qui ne valident, quand on essaye de débattre du fond de ce que ça va engendrer plus tard, ils coupent le débat systématiquement en vous parlant de statistiques. Donc il n'y a aucun médecin qui se pose la question, de ceux que vous avez rencontrés, ceux que vous avez rencontrés qui se disent mais il y a quand même des personnes qui par la suite reviennent en arrière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ceux que vous avez rencontrés, Alors il y en a qui parlent de ça, mais ils minimisent toujours. De nouveau, vous savez, il n'y a qu'1% de personnes qui reviennent en arrière. Mais de nouveau, moi je pense que ça pose d'autres questions aussi. Quelles sont ces personnes? Je pense que déjà rien que le fait que des personnes qui sont mal dans leur vie, mal dans leur corps, mal dans ce qu'ils sont, c'est déjà des personnes qui ont peut-être plus de peine à interagir avec les autres, pour X ou Y raison, et le fait de vouloir changer, ça leur donnera peut-être une possibilité d'avoir une autre interaction avec le monde et avec le monde qui nous entoure pour finalement exister et vivre. Et je pense que si ces personnes-là, elles sont allées déjà trop loin dans les démarches de transition de genre, c'est d'autant plus compliqué de revenir en arrière et de dire « je me suis peut-être trompé ». C'est quelque chose, à mon avis, qui est souvent insurmontable. Et si on parle finalement de suicide chez les enfants, les jeunes transgenres et les jeunes, ou même les transgenres en général, moi je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Et peut-être qu'il faut réfléchir à deux fois en disant que c'est peut-être pas forcément parce qu'ils sont incompris de la part de la société. Je pense plus que finalement ils se sont renfermés dans une situation qui est irrésolvable, où finalement les organes vitaux, les organes sexuels n'existent plus, que finalement ils se sont mutilés physiquement pour essayer de ressembler à l'autre, et c'est un chemin de non-retour. Et je pense qu'il faudrait aussi un jour qu'on réfléchisse et qu'on débatte, qu'on arrive à comprendre plus profondément d'où vient le mal-être fondamental de ces personnes
qui ont cette problématique de référence avec ce qu'ils sont fondamentalement, sans dire que c'est systématiquement la faute de ceux qui nous regardent en face. Et on a l'impression qu'en fait, ce mal-être dont vous parlez, beaucoup d'adolescents ressentent, hein, c'est pas pour ça qu'ils changent de sexe, mais en fait, on applique une solution, j'ai envie de dire, physique à quelque chose qui est vraiment de l'ordre psychologique. En fait, on change ton corps et en fait, psychologiquement, tu vas changer. C'est un petit peu la même chose avec la chirurgie esthétique. On pourrait dire, on se dit, bah, tiens, si je change mon nez, bah, la vie va changer. Vous changez votre nez, la vie ne change pas. Pour moi, on est dans un extrême, effectivement, de ça. Là, effectivement, c'est poussé à l'extrême. C'est poussé à l'extrême. C'est poussé à l'extrême, totalement. Mais parce qu'on vient valider la pensée qu'on peut devenir quelqu'un d'autre, fondamentalement. Et je pense que c'est là, en fait, où ça coince. Et puis on arrive dans quelque chose qui est surtout en arrière possible. Et puis, comme vous l'avez très justement dit aussi, par rapport au fait que quand on est jeune et ado, c'est assez... Je crois qu'il parlait, alors ça aussi pour d'autres statistiques que j'ai pu entendre, c'est assez général, ce fait qu'on ait une recherche de ce qu'on est et qu'une dysphorie de genre existe chez les adolescents, d'une certaine tranche d'âge, mais par contre aussi, parce que j'ai pu comprendre, c'est que si on n'engage absolument rien, finalement, cette dysphorie de genre se règle toute seule par elle-même, parce que le chemin est fait, et puis il y a cette compréhension d'acceptation de ce que l'on est, et d'évolution avec ce que l'on est, ben, il faut leur laisser le temps de faire ce chemin. Mais du moment qu'on rentre, du moment que l'enfant finalement est pris dans ce train de la transition, où finalement on ne peut plus descendre de ce train parce que du moment que vous vous lancez à finalement devoir valider la direction que vous prenez, c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Surtout pour des jeunes, pour des enfants qui ont envie d'exister aussi à travers les autres, à travers leurs amis, etc. Ouais. Est-ce que vous avez un message ou quelque chose à faire passer aujourd'hui pour d'autres parents qui vivraient la même chose que vous? C'est extrêmement compliqué. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres parents dans la même problématique que nous vivons, ma fille et moi. Enfin, c'est surtout ma fille qui est problématique. Moi, j'essaie juste de l'accompagner et de lui donner des solutions. En fait, peut-être que dans notre histoire, c'est que aujourd'hui, je n'ai pas de vie de famille, je n'ai plus de vie de famille avec ma fille, malheureusement, mais dans un autre sens, ça me libère les mains pour pouvoir me battre. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs parents qui ont cette problématique, mais ça crée d'autres problèmes au niveau familial. C'est que du moment qu'un enfant rentre dans ces démarches-là, il y a un débat qui se fait souvent à la maison. Et ce débat qui se fait à la maison, les parents n'ont pas forcément toujours la même idée l'un et l'autre. Donc ça crée des tensions. Donc automatiquement, c'est compliqué pour un parent de réussir à se positionner finalement pour équilibrer sa vie de famille, pour équilibrer son couple, pour pouvoir protéger ses enfants. C'est dur de faire la mesure et pouvoir écouter tout le monde. Donc je pense que c'est là que le rôle de notre système, nos hôpitaux qui ont des spécialistes aujourd'hui, pour moi qui est faussé, mais je pense que ça serait là qu'il faudrait avoir des gens pour pouvoir aider ces familles, pour pouvoir accompagner ces enfants qui sont en perte d'identité et ne pas les pousser vers un chemin sans retour. Le conseil que je pourrais donner, c'est compliqué, parce que pour moi, il faut se battre en tant que parent pour réussir pour protéger ses enfants jusqu'au bout. Et moi, c'est ce que je ferai. C'est ce que je ferai jusqu'au bout. C'est que c'est mon rôle de papa, finalement, de protéger ma fille. Après, tout conseil, je pense que c'est compliqué, parce que c'est vraiment au cas par cas. En tout cas, j'aimerais vous dire un énorme merci, parce que votre témoignage est extrêmement puissant et extrêmement utile, je pense. Et je pense que les parents en Suisse romande, partout en Suisse, ont besoin d'entendre des témoignages comme le vôtre pour se rendre compte que c'est là, que ça se passe ici, chez nous, et que c'est pas dans les pays à côté. Et on sait aujourd'hui que
les transitions les demandes de transition et les actes médicaux ont beaucoup augmenté ces dernières années, surtout des filles, en grande partie ce sont des filles, et comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, il y a tout un engrenage dans lequel ces enfants et ces adolescents sont pris, et c'est très compliqué d'en sortir. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vraiment, je pense que ça va aider et éclairer beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment bien cette problématique. Je crois qu'on peut dire aux parents qu'ils doivent vraiment être très vigilants et vraiment protéger leurs enfants, ce que vous avez dit, mais en posant des actes. Et je crois qu'il ne faut pas négliger d'aller à l'école, de s'impliquer dans la vie de l'école, parce que je pense que c'est déjà à l'école que ça commence. Puis après, par la suite, si malheureusement on arrive dans le même type de problématique que vous rencontrez, c'est de ne pas baisser les bras. Est-ce qu'il existe des groupes de parents qui peuvent soutenir les autres? Oui, alors il y a des associations aujourd'hui qui sont en route pour accompagner justement les parents qui sont dans cette problématique. Il y en a une à Genève, en Suisse allemande aussi. Donc effectivement, vous pouvez trouver ça sur le net. Je pense qu'on va mettre les liens en dessous de la vidéo, comme ça les parents qui se trouvent dans cette problématique pourront directement avoir du soutien de la part d'autres parents. Je pense que ça c'est très très important que les autres parents, que les parents soient vraiment solidaires les uns avec les autres. Oui, clairement, parce que je pense que quand vous êtes seul face à cette problématique-là en tant que parent, et qu'en plus de ça, quand finalement des médecins qui sont finalement un petit peu la référence viennent vous soutenir quelque chose qui ne vous parle pas, et ça permet quand même de pouvoir vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls dans cette problématique-là, qu'ils ne sont pas les seuls dans cette problématique-là, et puis pouvoir en parler avec les autres parents pour savoir quelles sont les solutions, comment est-ce qu'on peut contrer cette pensée-là, qui est pour moi dévastatrice vraiment pour ces jeunes, cette vulnérabilité chez nos enfants, et puis donner de la force pour pouvoir affronter tout ça. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.